surnomme manigance le plus grand scandale de l'histoire du marché de l'or. C'est sans doute la fraude reliée à l'industrie minière la plus importante de l'histoire. Il leurre les scientifiques, les analystes et les investisseurs les plus éminents. Il avait toujours une preuve scientifique pour valider sa fraude. Il a changé une action de 4 sous en une arnaque de milliards de dollars et a encaissé une fortune. Des documents anciens qui valent des millions. Des techniques qui dupent les meilleurs experts des États-Unis. Un plan génial si étoffé qu'il a fallu des années pour être mis au jour. Et un cerveau exceptionnel poussé à l'extrême. Le 13 décembre 1993, un prospecteur solitaire pénètre dans la jungle épaisse de Bornéo et découvre le gisement d'or le plus important du XXe siècle. Ces collines indonésiennes luxuriantes ont été formées par un volcan et abritaient une mine d'or. Le prospecteur enregistre le site sous le nom d'une petite compagnie minière appelée Bre-X. Il demande des échantillons de pierre et les fait analyser. Les résultats d'analyse étaient intéressants et il pouvait s'agir d'une petite compagnie très prometteuse. Des auditeurs indépendants estiment que la quantité de dépôts d'or est astronomique. Ils se sont ensuite rendus compte qu'ils avaient là un gisement d'or d'une taille phénoménale. Les actions de Bre-X décollent comme une fusée. Le prospecteur utilise l'argent pour agrandir le site. Il fait déboiser des centaines d'hectares de jungle et fait venir des excavatrices sophistiquées. Les analystes de Bay Street et de Wall Street se sont emballés. À chaque nouvelle annonce sur la mine d'or indonésienne, la capitalisation boursière de la compagnie bondissait. L'action de la compagnie est passée de 1 ou 2 dollars à 286 dollars. C'était la mine d'or la plus imposante au monde. En Indonésie, le prospecteur découvre de plus en plus d'or. L'or se transigeait à 350 dollars l'once. Si on fait les calculs, ça fait environ 70 milliards de dollars américains. Stimulé par le gain, tout le monde, des chefs d'entreprise aux personnes de la classe moyenne, veut être dans le coup. Tout le monde voulait avoir sa chance de s'unir à Bre-X. Même le gouvernement corrompu de l'Indonésie tente de s'immiscer dans l'affaire. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'il n'y a pas d'or. Pas une once. Le prospecteur solitaire a encaissé ses options d'achat d'actions et a empoché des millions, ruinant tous les investisseurs. Les personnes qui ont investi leurs épargnes dans Bre-X ont tout perdu. Je sais que certaines se sont suicidées. Le prospecteur a créé une ruée vers l'or sans précédent. Il a dupé les scientifiques, les analystes et les investisseurs. Il s'appelle Michael de Guzman. La question est, comment a-t-il fait? Michael de Guzman a convaincu le monde d'investir dans une mine d'or qui n'existe pas. Il a changé une action de 4 sous en une entreprise valant des milliards de dollars. Il a empoché une fortune. Michael de Guzman était philippin. C'était un géologue qui travaillait en Indonésie. Pendant des années, de Guzman a cherché à se faire reconnaître dans une industrie dominée par de grosses compagnies minières américaines. Michael de Guzman était conscient de son intelligence. C'était un ingénieur diplômé compétent. Mais les ingénieurs philippins, même les meilleurs, ont du mal à obtenir des emplois supérieurs dans les grandes compagnies minières. Pendant qu'il prospecte les jungles de Bornéo, de Guzman ourdit un plan pour devenir riche. Incapable de trouver le financement pour découvrir une mine d'or, il en invente une. Michael de Guzman avait trouvé sa seule façon de devenir riche. De Guzman suppose que le site d'une mine d'or exceptionnelle pourrait fort bien se trouver sur l'île de Bornéo.
En Indonésie, il y a une région particulièrement riche en or. On associe souvent les mines d'or à l'activité volcanique. Alors là où l'on trouve des volcans, on trouve aussi des mines d'or. De Guzman imagine une théorie géologique qui confirme ce que les experts croient déjà. Selon cette théorie, là où il y a des volcans éteints, il y a des dépôts de minerais, de l'or par exemple, et ces dépôts se trouvent près de la surface. De Guzman a maintenant besoin d'une personne crédible pour vendre son idée au monde. Il choisit le géologue John Felderhoff. John Felderhoff est tout à fait le type de personne qu'on imagine assez fou pour aller chercher de l'or dans la jungle de Kalimantan vêtue de cuissardes. On savait déjà qu'ils avaient trouvé une mine d'or en Indonésie. De Guzman convainc Felderhoff de trouver un investisseur étranger qui serait prêt à courir des risques sans poser de questions. Felderhoff recommande un homme d'affaires de Calgary. David Walsh était un promoteur qui avait fait banqueroute. Il vivait dans ses valises, si je puis dire. C'était un beau parleur. Walsh se fait payer l'avion pour l'Indonésie, où il est nourri et logé dans le meilleur hôtel de Jakarta. Walsh était à la recherche de sites prometteurs. Il a pratiquement dépensé ses derniers dollars pour faire le voyage en Indonésie. Muni de quelques pierres, de cartes et de résultats d'analyse douteux, De Guzman réussit à persuader Walsh d'investir 80 000 $ dans un site à Bornéo qu'il n'a jamais vu. Le site s'appelle Busang. Ce qui a rendu l'affaire Bre-X crédible, c'est qu'une des mines d'or les plus importantes au monde se trouve en Indonésie, à une centaine de kilomètres de Busang. En échange du travail de prospection fourni, De Guzman demande des options d'achat d'actions pour lui-même et Felderhoff. De Guzman est maintenant prêt à transformer cette entreprise de 4 sous en une compagnie valant des milliards. Il commence par embaucher une équipe de jeunes Philippins qu'il dirige à sa guise. La personne responsable sur le site de Busang était Michael De Guzman. De Guzman ordonne à son équipe de lui fournir des échantillons de forage. Une fois extraite, la carotte est divisée en 2 parties. Généralement, une moitié demeure sur le site, l'autre est broyée puis envoyée en laboratoire pour analyse, afin d'en déterminer la teneur en or. Mais De Guzman sait que le site ne contient pas d'or. Il utilise alors une technique vieille comme le monde. Cette méthode consiste à ajouter de l'or au minerai. On prend des paillettes d'or et on les saupoudre sur le minerai, comme on le ferait avec du sel. De Guzman fait entreposer les pierres broyées dans une remise fermée à clé, à l'abri des regards indiscrets. À l'intérieur, il invente une méthode ingénieuse pour ajouter de l'or à la pierre. Il lime son alliance. Il a ajouté cela à la pierre broyée. À mon avis, personne n'avait jamais fait cela auparavant. C'était très astucieux. Le défi de Michael consistait alors à évaluer la quantité de parcelles d'or qu'il ajouterait à 18 kilos de pierre. Il y a 3 onces d'or par tonne de pierre. Il lui fallait donc faire tous les calculs et soigneusement peser son or. S'il avait simplement ajouté une cuillère à thé, la teneur en or aurait été démesurée et les gens se seraient posé des questions. Les calculs de Guzman sont parfaits. Les résultats de laboratoire décèlent une haute teneur en or sans éveiller de soupçons. De Guzman demande à son homme de paille, John Felderhoff, d'appeler David Walsh chez lui, à Calgary, pour lui apprendre la bonne nouvelle. Les résultats de laboratoire s'avèrent un excellent tuyau. La bourse était frénétique. Les gens étaient impatients d'entendre Walsh dire « Jeudi, nous devrions avoir d'autres résultats ». Le jeudi arrivait et bien sûr, il y avait eu 10 nouveaux forages. Chaque résultat d'analyse en laboratoire est annoncé et il semble qu'on trouve de plus en plus d'or à Busang. Les investisseurs se précipitent pour acheter des actions cotées à la bourse de l'Alberta.
Il y a tellement de forage à Busang que de Guzman a besoin de plus d'or pour ajouter à ses milliers d'échantillons. Beaucoup d'Indonésiens gagnent de l'argent en draguant le lit des rivières à la recherche d'or. Michael s'était lié d'amitié avec un gars et en 2 ans, il lui a acheté de l'or pour une valeur de 61 000 $. Pendant ce temps, les investisseurs pressés de faire la transaction envoient un auditeur indépendant pour vérifier les dossiers de Guzman. L'auditeur demande à voir les carottes. Mais de Guzman n'a pas conservé la moitié des échantillons. Ils ont bel et bien divisé les carottes, mais ils n'ont gardé que 10 cm sur chaque mètre. C'est une pratique très rare. Pour éviter de mettre la puce à l'oreille au contrôleur, de Guzman a une explication plausible. Il lui parle d'un phénomène appelé l'effet de la pépite, où l'or n'est pas distribué de façon uniforme. De Guzman insiste sur le fait qu'il doit broyer l'échantillon au complet pour une analyse adéquate. La solution était de broyer la carotte en entier. Personne ne pouvait vérifier. En broyant toute la carotte, il détruisait la preuve. Quand le contrôleur regarde les échantillons de plus près, il se pose des questions sur l'achat d'or de rivière par de Guzman. L'or de rivière a une apparence très différente de l'or qu'on retrouve dans une mine. L'or de rivière présente des pépites arrondies. Elles sont façonnées par l'eau et les conditions météorologiques. De Guzman sert sa théorie de bassin volcanique pour expliquer qu'il est tout à fait normal de trouver ce type d'or à Busang. Quelques heures plus tard, le site web de Bre-X annonce que l'audit s'est bien déroulé et le cours des actions monte en flèche. En 3 semaines, les actions sont passées de 20 à 30 $. Encouragé par le succès remporté auprès de l'auditeur, de Guzman cherche à faire monter le cours des actions encore plus. Ils se sont dit, il y a peut-être de l'or de l'autre côté aussi. Busang 2 était né. De Guzman trouve suffisamment d'or à la surface pour convaincre David Walsh de financer l'excavation de ce qu'il déclare un 2e dépôt aurifère important. Encore une fois, de Guzman demande à Felderhoff d'envoyer un message urgent à David Walsh. On est sur un gros coup. Walsh bondit sur l'occasion. Il demande d'inscrire Bre-X au Nasdaq et à la bourse de Toronto. À Wall Street et partout ailleurs, les investisseurs et les analystes étaient euphoriques, hypnotisés par la montée du cours des actions, par la forte demande pour Bre-X. De Guzman fait alors sa déclaration la plus audacieuse. S'appuyant sur les résultats des forages de Busang 2, il affirme que Bre-X possède la mine d'or la plus importante au monde. En voyant la montée du cours des actions, les investisseurs y ont cru. Après avoir fait de Bre-X une entreprise de 6 milliards de dollars avec des actions valant près de 300 $, le temps est venu pour de Guzman de se remplir les poches. Lui et son équipe vendent des actions pour une valeur de plus de 100 millions de dollars. Quand Felderhoff, Walsh et de Guzman ont commencé à vendre une partie de leurs actions, les gens se sont dit qu'ils assuraient simplement leurs arrières. De Guzman vaut maintenant des millions. Mais ce qu'il ignore, c'est que le gouvernement indonésien est sur le point de poser un geste qui menace d'éventer l'arnaque. Michael de Guzman a organisé la fraude la plus importante de l'industrie minière. Il a dupé les investisseurs les plus éminents, a inventé de toutes pièces une multinationale richissime et s'est rempli les poches. Il est maintenant confronté à une véritable crise. Le début de la fin de Bre-X a sonné à cause d'un problème à l'intérieur du pays. Le gouvernement indonésien est outrageusement corrompu et il a décidé de contester la propriété de ce gisement d'or. En août 1996, le gouvernement indonésien révoque le permis d'exploitation de Bre-X et donne accès au site à d'autres compagnies minières.
Le gouvernement serait lui-même très impliqué dans la propriété de la mine, puisque c'est lui qui choisirait les futurs exploiteurs. Nous avons alors assisté au déroulement d'une bataille plutôt grossière de l'été 1996 au printemps 1997 entre différentes compagnies importantes qui voulaient s'accaparer de leur part. Michael de Guzman sait que d'autres contrôleurs passeront ses dossiers à la loupe. Le poteau rose risque fort d'être découvert. Désespéré, il détruit tous les dossiers de Busang, affirmant que l'incendie est accidentel. La disparition de ces documents va brouiller les pistes pour trouver les conspirateurs de cette fraude. Le gouvernement indonésien oblige Bre-X à accepter un nouveau partenaire minier, Freeport-McMoRan. Désormais, Bre-X ne possède que 45% de Busang. Quand la nouvelle sort, les actions chutent d'1 milliard de dollars. Mais de Guzman réagit. Il rend public de nouveaux résultats de forage qui font augmenter sérieusement l'estimation des réserves souterraines. Ils avaient annoncé précédemment que les réserves s'élevaient à 57 millions et ils les ont augmentées à plus de 70 millions. Compte tenu de leur pourcentage et de la baisse des actions, ils devaient augmenter les réserves pour conserver la même valeur marchande. Les actions de Bre-X remontent encore. Les actionnaires sont enthousiastes. Au printemps de 1997, de Guzman et son équipe sont les invités d'honneur à la réunion annuelle des actionnaires de Bre-X à Toronto. Michael de Guzman a fait un exposé. Il a parlé de sa découverte et de la composition du sous-sol révélée par les forages. Il a eu le culot de se présenter devant les actionnaires avec ses actions valant 5 milliards et de leur dire « Dans les circonstances, nous avons fait la meilleure négociation possible. Nous sommes tous riches, n'est-ce pas merveilleux? » Il a été applaudi chaleureusement, c'était un héros. Ses théories sur les mines, quoique inhabituelles, semblaient confirmées par les résultats. À l'autre bout du monde, le nouveau partenaire de Bre-X cherche fiévreusement de l'or à quelques mètres à peine du site de Guzman. Leurs échantillons ne contenaient pas l'or que de Guzman avait promis d'y trouver. De Guzman a reçu un appel. Nous ne trouvons pas l'or que tu disais qu'on trouverait. Grouille tes fesses et amène-toi tout de suite en Indonésie pour nous expliquer ça. 3 ans se sont écoulés et des milliards de dollars ont été engagés. Le temps presse pour le génie qui se cache derrière la plus grande fraude de l'histoire. Comme le nouveau puissant partenaire de Bre-X ne trouve pas d'or à Busang, Michael de Guzman se voit forcé de retourner en Indonésie. Le lendemain matin, il est monté à l'arrière d'un hélicoptère piloté par un officier de l'armée indonésienne. L'engin survolait la jungle épaisse à une altitude d'environ 150 mètres. Et quand le pilote s'est retourné, de Guzman n'était plus là. Il aurait apparemment sauté de l'hélicoptère. 3 jours plus tard, l'armée indonésienne déclare avoir retrouvé le corps de Guzman. Il est sérieusement décomposé et partiellement dévoré par les animaux. En fait, il est tellement mutilé que les autorités ne permettent pas à la famille de le voir. C'était très difficile de croire qu'ils avaient mis 2 ou 3 jours à retrouver le corps, car le pilote a dit qu'il avait activé son récepteur GPS. Ils auraient donc dû le trouver rapidement. Les rumeurs vont bon train sur la mort de Guzman. S'agit-il d'un suicide, d'un meurtre ou d'une autre arnaque planifiée à la perfection? Si une personne veut disparaître, l'Indonésie est certainement le meilleur endroit sur la planète. Pour une poignée de dollars, on peut facilement acheter un cadavre. Des compagnies indépendantes effectuent d'autres forages à côté du site où de Guzman a extrait des milliers d'échantillons. Pas de traces d'or. Ils ont extrait leurs propres échantillons, entourés d'une équipe de sécurité sans égale. Ils ont creusé à 1 mètre de l'endroit que de Guzman leur avait indiqué, mais il n'y avait que de la pierre, pas d'or. Tout avait l'air parfait. C'était trop beau pour être vrai. C'était une révélation inouïe. Ils n'arrivaient pas à croire que cette fabuleuse mine d'or n'avait jamais existé.
Les investisseurs du monde entier réalisent soudain qu'ils ont été dupés. Walsh était sidéré. Il n'en croyait pas ses yeux. C'est à ce moment que l'équipe de Bre-X de Toronto a compris qu'elle n'avait plus rien, que les actions étaient nulles parce qu'il s'agissait d'une fraude monumentale. Au mieux, les titres pouvaient servir de tapisserie. David Walsh nie catégoriquement être au courant de la fraude. Il déménage aux Bahamas avec sa femme. 2 ans plus tard, il meurt d'une crise cardiaque. John Felderhoff vit dans une maison luxueuse aux îles Caïmans, qui ne perçoivent pas d'impôts et où il n'existe pas de traité d'extradition avec le Canada pour les fraudes. Michael de Guzman, le génie derrière la plus grosse fraude de l'industrie minière de l'histoire, repose en paix. Prétendument. Je le compare à Broom Pristosh des frères Grimm. Avec une poignée de paillettes d'or, il a bâti une entreprise multimilliardaire. Aucune accusation criminelle n'a été portée dans cette affaire de fraude de Bre-X. Personne n'a fait de prison. Après la fraude, les autorités canadiennes ont changé la réglementation. Ce serait plus difficile aujourd'hui d'organiser une arnaque de ce type, mais ce n'est pas impossible. Ça pourrait se reproduire. Comme le dit la règle de droit romain, que l'acheteur prenne garde. Malgré quelques recours collectifs, aucun investisseur n'a reçu de compensation. Une pilule difficile à avaler pour les milliers de petits épargnants qui ont perdu toutes leurs économies en investissant dans Bre-X. Je crois que Michael de Guzman est vivant et qu'il n'est jamais tombé de cet hélicoptère. Je crois plutôt qu'il a simulé sa mort et qu'il vit richement grâce à l'argent qu'il a fait avec Bre-X. Des documents anciens qui valent des millions. Des techniques qui dupent les meilleurs experts des États-Unis. Un plan génial si étoffé qu'il a fallu des années pour être mis au jour. Et un cerveau exceptionnel poussé à l'extrême. Restez des nôtres pour la suite de Génie du crime. 1980. Nous sommes à Salt Lake City, dans l'Utah, terre de l'église mormone et lieu d'une découverte qui a secoué tout le pays. Mark Hoffman, étudiant en première année de médecine, a acheté une vieille Bible dans laquelle est inséré un document mystérieux. Incapable de voir la nature du papier et de le retirer sans l'abîmer, Hoffman fait appel à un expert. Il observe le professeur Jess Simmons, conservateur des archives de l'université, extirper le document Hampton, perdu depuis longtemps. Ce document présentait des caractères étranges. C'était soi-disant des copies des caractères gravés sur les plaques d'or que Joseph Smith avait faites pour traduire le livre de Mormon. C'était, vous pensez bien, un document incroyable. Ils ont certifié que ce document avait appartenu à Joseph Smith. Soudain, il était devenu ce jeune étudiant qui avait fait des découvertes extraordinaires sur l'histoire des Mormons. Pour la communauté mormone, le document Hampton est la parole de Dieu qui a été révélée par leur fondateur, Joseph Smith. Hoffman vend sa découverte étonnante aux Mormons pour la somme de 20 000 $. Il devient une vedette. Sa réputation atteint des sommets. Les autorités religieuses, désireuses de promouvoir l'histoire des Mormons, le respectent. Hoffman abandonne médecine pour se consacrer à la recherche de documents anciens. 6 mois plus tard, Hoffman fait une autre découverte surprenante. Il déniche 3 lettres écrites par Joseph Smith et les vend 95 000 $. Les affaires sont bonnes. Lors des conférences que donne Hoffman sur ses découvertes, les Mormons font la file pour en apprendre davantage sur leur religion. Je me souviens d'avoir assisté à un séminaire donné par Mark Hoffman sur ses découvertes. C'était fascinant. Il profite de ces occasions pour nouer des relations avec des collectionneurs fortunés qui se bousculent pour lui acheter des documents. Il venait nous voir assez souvent. Il apportait du matériel à vendre ou à échanger. Il faisait cela régulièrement, de sorte que nous avons commencé à compter sur lui. Il arrivait toujours avec des découvertes inouïes, et il semblait le seul à pouvoir les dénicher.
Au cours de l'année qui suit, Hoffman fait d'autres prétendues découvertes, incluant des documents d'importance nationale signés de la main de Daniel Boone, d'Abe Lincoln, de George Washington et de Jack London. Sa réputation se répand et l'Église mormone croit qu'il est béni de Dieu. Il avait plus facilement accès aux archives de l'Église. On aurait dit qu'il se mettait en quatre pour lui montrer ce qu'il voulait voir. Il était très important à cette époque. Ce qu'ils ignorent, cependant, c'est que Hoffman en profite pour apprendre les noms, les dates et les styles d'écriture à partir des documents les plus confidentiels de l'Église. Il utilisera ces renseignements pour créer la série de faux la plus étonnante de l'histoire. Car Mark Hoffman est un imposteur et tout ce qu'il vend est faux. Hoffman a commencé sa pratique de faussaire à 15 ans en dupant la trésorerie de l'État avec une fausse pièce de monnaie ancienne. Il a falsifié plus de 600 documents, incluant le document Anthon, des lettres de Joseph Smith et des centaines d'autres documents reliés à des Américains célèbres. Il a leurré les experts les plus chevronnés et a empoché des millions. La question est, comment a-t-il fait? Mark Hoffman est un génie du crime. Il fait des millions avec ses faux remarquables. Mais quelle technique utilise-t-il pour tromper les experts les plus réputés au monde? Le papier que Hoffman utilise doit avoir au moins 150 ans. Un objet aussi rare ne se trouve pas facilement. Mais cela ne pose aucun problème à Hoffman. Quand personne ne le regarde, il subtilise les pages vierges de livres anciens à la bibliothèque. Par contre, trouver l'encre s'avère une tâche plus difficile. Il avait trouvé une vieille recette des années 1830 pour fabriquer de l'encre. Il n'avait qu'à suivre la recette. Hoffman moud des glands de chêne et de la larve de guêpe, ajoute du sulfate ferreux, une goutte de gomme arabique et finalement de l'eau. Il agite le mélange brun pâle jusqu'à l'obtention d'une riche couleur noire. Cette encre est-elle une encre d'époque authentique et à toute épreuve? Non, et Hoffman le sait. Il est allé plus loin. Il savait que l'encre du document serait probablement analysée au carbone 14, parce qu'il faut se rappeler que c'était un document d'une importance nationale. Il s'est demandé comment il contournerait ce problème. Alors, il a simplement déchiré des feuilles de papier volées à l'université Brigham, les a brûlées pour les réduire en charbon, puis il a ajouté la cendre à l'encre qu'il utilisait. C'est une tactique brillante qui lui assure que l'encre sera datée des années 1800. Mais pour un maître faussaire, l'étape la plus difficile est de donner à l'encre l'apparence qu'elle est vieille de 150 ans. Il existe différentes techniques pour vieillir un document artificiellement. On peut le traiter avec de l'oxygène, avec de la chaleur ou avec certains éléments chimiques. Hoffman a utilisé les trois techniques. Hoffman immerge le document dans un bain d'ammoniac, le même produit qui sert à laver les vitres. Cela a pour effet de changer le noir de l'encre en un brun décoloré. Et pour lui ajouter une couleur jaune vieillotte, il utilise un bon vieux fer à repasser. Ce qui rend les faux de Hoffman si crédibles, c'est leur pertinence historique. Le langage utilisé et le style d'écriture sont conformes à la période visée. Mais il y a une autre raison. Longtemps, avant d'offrir ses faux à vendre, il a employé un stratagème ingénieux. Il avait fait don de nombreux documents aux bibliothèques et à l'Église mormone. Plus tard, il arrivait avec un document controversé et en demandait 20, 30 ou 40 000 $. Pour authentifier le document, il vérifierait d'abord l'écriture. Il comparerait l'écriture des documents de Hoffman à celle qu'ils avaient dans leurs archives. Mais cette écriture était celle que Hoffman avait forgée pour les documents donnés. En réalité, il comparait deux fausses écritures. C'est ce qui a causé l'échec de nombreux laboratoires, incluant celui du FBI.
L'art de la contrefaçon n'est pas seulement technique, il est aussi psychologique. Il n'a jamais voulu s'attribuer la découverte d'un document. Il évitait ainsi que les doutes ne portent sur lui. C'est exactement ce qu'il a fait quand il a laissé le soin au professeur de découvrir le document Anthon. Avec du recul, on doit admettre que c'était un coup de génie de la part de Hoffman de laisser une personne de cette importance faire la découverte, si on veut, puis d'avoir l'air très surpris, comme tous les autres, devant ce qu'elle avait trouvé. Hoffman va plus loin. Il invente une histoire autour de la Bible pour la relier à Joseph Smith. Hoffman a affirmé avoir acheté une très vieille Bible à Carthage, dans l'Illinois, là où Joseph Smith a été tué. Il a même déclaré l'avoir acheté des descendants de Joseph Smith. Comme touche finale à sa monumentale supercherie, il imite à la perfection la signature de Smith dans la Bible. Il avait du flair pour deviner ce que les gens voulaient, et il était capable de le leur fournir. Et quand une personne nous donne ce qu'on recherche, on se sent moins sceptique. Les documents de Hoffman sont si convaincants que Brent Ashworth en achète pour 300 000 $. C'est peut-être de l'avidité à outrance. Il arrivait avec ce que je désirais, et je voulais l'acquérir avant mes compétiteurs. L'une des meilleures techniques de Hoffman pour éviter d'être pris est de ne jamais dévoiler ses transactions aux autres acheteurs. Il était passé maître dans l'art de nous garder dans l'ignorance. Si nous avions pu nous rencontrer et discuter des différentes transactions et de ses propos, nous aurions découvert l'escroquerie. 2 ans après la vente du document Anthon, Hoffman augmente la mise. Il sait que l'Église est prête à payer une fortune pour protéger l'image de son fondateur. Il décide alors de forger la lettre de la salamandre blanche, le premier d'une série de documents controversés qui menacent les fondements mêmes du mormonisme. C'était une lettre écrite par Martin Harris, un ami proche de Joseph Smith. Elle donnait l'impression que Joseph Smith était une sorte de charlatan qui pratiquait la magie noire. C'était un élément gênant pour l'Église. Certaines personnes ne voulaient pas que ces documents soient rendus publics afin de protéger l'Église. D'autres voulaient les utiliser pour fragiliser l'Église. Les gens voulaient ces documents à des fins différentes, ce qui a fait augmenter le prix de ces documents et accroître la notoriété de Hoffman. Il est devenu une célébrité à Salt Lake City. Hoffman se rend dans l'est du pays, à l'affût de proies plus importantes. Mais il sait qu'il aura besoin de déployer une nouvelle technique pour négocier avec des experts avertis. Il se crée donc un tout nouveau personnage. Il a fait la connaissance de 2 marchands de livres très réputés dans l'Est. Ces gars connaissaient vraiment le marché à fond. Ils ont trouvé que Hoffman était un imbécile parce qu'il leur avait acheté des livres à des prix gonflés. Ils se sont dit que c'était une espèce de picno de l'Utah facile à manipuler. Il a fait croire à ces hommes qu'ils étaient plus intelligents qu'ils ne l'étaient en réalité et que lui-même était plus naïf qu'eux. À partir du moment où ils ont cru qu'ils étaient en train d'embobiner Mark Hoffman, qu'ils étaient en train de rouler ce petit pecno de l'Utah, ils étaient devenus à sa merci. Hoffman se sert de ces marchands de l'Est pour monter son arnaque la plus audacieuse. Un document qui va littéralement réécrire l'histoire des États-Unis. Le serment d'un freeman était reconnu comme le tout premier document à avoir été imprimé dans les colonies. On le voyait comme le précurseur de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution. Pour le créer, Hoffman applique une toute nouvelle technique. Ce document est imprimé, pas manuscrit. Hoffman se fait passer pour un mordu d'histoire et convainc un graveur de fabriquer une plaque à imprimer en zinc. Au bas de la plaque figure un avertissement. Ceci est une réplique du serment d'un freeman. Avant de l'utiliser, Hoffman a coupé la partie inférieure, a enduit la plaque avec l'encre de sa fabrication, a trouvé une feuille de papier, a placé la plaque sur le papier et, en exerçant une pression, il a produit ce que nous appelons maintenant le serment d'un freeman.
Les gens croyaient à son existence. Alors il a créé le document. Il a comblé le vide. Les spécialistes étaient enchantés parce qu'ils étaient convaincus que ce document existait. Et ils en avaient maintenant la preuve. Ceci a été authentifié par le FBI, la Bibliothèque du Congrès, la Société américaine d'archéologie, l'Institut McCrone, l'Université de la Californie et d'autres laboratoires indépendants. La Bibliothèque du Congrès avise Hoffman qu'elle attend l'autorisation de lui verser le $1,5 million qu'il demande. Il est au fait de l'art de la contrefaçon. Toutefois, 9 années d'activité criminelle ont changé le caractère de Hoffman. Il a commencé à fréquenter des hôtels luxueux, à voyager en première classe, à s'acheter beaucoup de choses, dont une toute nouvelle maison. À cette période, Hoffman est tombé dans le piège d'un nouveau style de vie. Il arrive parfois que les escrocs prennent le faux pour la réalité. Le petit pecno tranquille de l'Utah adopte les manières d'un gangster. Il fonce à toute vitesse dans le désert avec sa voiture de course pour vider le chargeur de sa mitraillette Uzi. Cependant, cet audacieux style de vie est sur le point de démolir l'univers qu'il a si habilement construit autour de lui. Pendant 9 ans, Mark Hoffman a trompé les experts, réalisation de faux impeccables. Mais son nouveau style de vie extravagant pose un sérieux problème. Il a contracté d'énormes dettes. Il est tombé dans le même piège que beaucoup d'autres escrocs. Il dépensait sans compter, plus qu'il ne gagnait. Il avait beaucoup de transactions qui n'aboutissaient pas. Il essayait de vendre ce serment de Freeman à la Bibliothèque du Congrès. La Bibliothèque du Congrès demande plus de temps pour vérifier l'authenticité du serment et refuse de payer Hoffman. Il a maintenant tellement besoin d'argent qu'il décide de forger une série entière de lettres, de déclarations et de journaux intimes écrits par William McLellan, un virulent détracteur de Joseph Smith. Il s'agissait d'une collection qui provenait prétendument du Texas et qui ternissait l'image de l'Église. Hoffman promettait de la produire. Il réussit à convaincre Steve Christensen, un représentant de l'Église, de lui avancer des centaines de milliers de dollars. Hoffman a maintenant l'argent. Ce qui lui manque, c'est le temps. S'il avait été question d'un ou deux documents, il aurait pu les produire en une nuit. Mais pour des centaines de documents, c'était impossible. Il n'a pas produit la collection comme prévu. Il subissait beaucoup de pression parce que les sommes impliquées étaient énormes. Hoffman travaille d'arrache-pied pour compléter sa collection. Il s'endette davantage et se voit forcé d'emprunter de l'argent. Il remboursait ses premiers investisseurs avec de l'argent qu'il empruntait à d'autres investisseurs. À un certain moment, il faut payer ses dettes. Il y avait des centaines de milliers de dollars en jeu. Mark est venu dans ma boutique pour avoir de l'argent. Il était visiblement distrait, troublé et pâle. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il devait être extrêmement nerveux. Certains voulaient récupérer leur argent. Il ne faut pas longtemps avant qu'un de ses investisseurs lui manifeste son mécontentement. Il essayait de jongler avec plusieurs balles à la fois. Puis ces balles sont tombées et c'est là qu'il est devenu profondément découragé. Hoffman doit maintenant plus d'1 million de dollars. Sa remarquable habileté dans l'art de la contrefaçon ne lui est d'aucune utilité. Il panique et a recours à la violence. A pipe bomb concealed in a package addressed to Stephen Christensen explodes outside Christensen's office in downtown Salt Lake. Christensen dies in a hail of shrapnel. Hoffman a ciblé Christensen parce que ce dernier était sur le point de révéler la transaction financière. 11:20 a.m. Another pipe bomb explodes in suburban Holiday. La deuxième bombe a pour cible le partenaire d'affaires de Christensen. Mais à cause d'une erreur, la bombe tue un passant. Hoffman fabrique une troisième bombe. Il y a eu beaucoup de théories sur l'identité de la troisième personne visée. Je crois que la bombe était adressée à Brent Ashworth. Ils s'étaient rencontrés ce jour-là pendant un bon moment. Nous nous serions approchés de sa voiture comme d'habitude, il m'aurait invité à monter et boum, j'aurais sans doute été tué.
Mais Brent Ashworth ne vient pas en ville et Hoffman est assis à côté d'une bombe amorcée. October 16th, 2:40 p.m. A third bomb explodes in the sports car of historic documents dealer Mark Hoffman. Hoffman subit des brûlures et des fractures multiples. Ses blessures n'étaient pas mortelles, mais très graves. Quand il raconte où il était assis au moment de l'explosion, il contredit les preuves médico-légales trouvées sur les lieux. Son projet désespéré pour échapper à ses prêteurs s'est retourné contre lui et menace maintenant de révéler la vérité sur ses activités criminelles. Mark Hoffman est chanceux d'être en vie, mais son témoignage sur l'explosion qui lui a causé des blessures éveille des soupçons chez les autorités. Nous avons décidé qu'il fallait faire une enquête sérieuse et très poussée sur Mark Hoffman et ses transactions. As investigators circle closer to Hoffman as their killer, the case throws a cloud of doubt on the church's documents and on others Hoffman has sold from coast to coast. Une fois que nous avons découvert que c'était des faux et que sa réputation était fondée sur l'escroquerie, nous avons compris pourquoi il avait tué ces deux personnes. Finally, prosecutors make their move. Mark W. Hoffman has been charged with 2 counts of first-degree homicide, a capital offense. Hoffman plaide coupable à l'accusation de meurtre au second degré et de vol par escroquerie. En janvier 1988, il se présente à la cour pour entendre la sentence. Obviously, I want to be free. By a majority vote, the board has decided that you should serve natural life in prison. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un aussi amoral. Tout tournait autour de sa personne et de son habileté à tromper les gens. Son désir le plus cher était de leurrer les experts. Tout convergeait vers cela, créer un document et mettre les experts au défi de le réfuter. C'est ce qui l'animait. Il a admis plus tard qu'il essayait de changer l'histoire de l'Église parce qu'il était devenu athée pendant son adolescence. Il voulait mettre l'Église dans l'embarras, montrer qu'elle faisait erreur. Il voulait littéralement changer l'histoire, et il l'a fait avec un tel génie que tout semblait plausible. Après 10 ans, 800 documents falsifiés et 2 meurtres, le règne du maître faussaire a finalement pris fin. Élucider des crimes en apparence insolubles. Découvrez de nouvelles méthodes d'enquête. Suivez l'évolution des sciences légistes avec Nouveaux Détectives dans un instant.